Bonjour tout le monde, re-bienvenue aux conférences hebdomadaires du Club Maths. Cette semaine, on reçoit Mathilde Alain, professeur titulaire au département de mathématiques et de statistiques, qui va nous présenter une conférence qui s'intitule « Des questions de triangle de toute forme ». À vous la parole. Merci beaucoup, merci de la présentation et désolé un peu des inconvénients techniques. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vrai, j'ai perdu un peu la pratique de donner des conférences avec ordinateur en personne. Parce que moi, j'ai donné une conférence en personne en août dernier en Californie, mais c'était avec un tableau. Donc, bon. OK, donc aujourd'hui, je vais parler des questions de triangles de toutes formes. Donc, on va commencer avec des triangles droits. OK. Donc, ici, il y a un problème, une question, c'est, on va dire qu'un entier positif n est congruent s'il est l'aire d'un triangle rectangle dont les trois côtés dont les trois côtés sont des nombres rationnels, et l'aire est n. Donc, par exemple, ici, on connaît le triangle rectangle des côtés 3, 4 et 5. Donc, 3 et 4 et 5 sont des nombres rationnels, et l'aire est 6. Donc, cet exemple montre que 6 est un nombre congruent. Et voilà une liste de nombres congruents jusqu'à 20. Donc, on voit par exemple 5 est congruent parce que, par exemple, on peut considérer le triangle rectangle du côté 3,5, 20 tiers et 41 sur 6, 6, 3, 5, 5, etc. Et on voit par exemple qu'il y a des valeurs pour lesquelles les côtés sont, bon, on dirait horribles. Okay. Mais ça, c'est rien comparé avec, par exemple, 57. Okay. Donc, voici la solution la plus simple d'un triangle rectangle des côtés rationnels dont l'aire est 157. Okay. Par plus simple, je veux dire, je ne vais pas discuter en détail qu'est-ce que je veux dire ici, mais mettons que les numérateurs et les dénominateurs des trois nombres rationnels qui apparaissent ici sont les plus petits possibles. Donc, ce n'est pas évident quand un nombre est congruent ou non. Donc c'est une question okay, à laquelle on s'intéresse en théorie des nombres. Okay, quels sont les entiers n qui sont congruents? Et en fait, il y a un théorème. Okay, on peut prouver qu'un entier n positif est congruent si seulement si cette équation qu'on a ici, y carré égale xq moins n carré x, a une solution pour laquelle l'y n'est pas 0. Okay? Parce que si y est 0, on peut trouver des solutions assez rapidement. X égale 0, x égale n et x égale moins n sont des solutions toujours, okay? Avec y égale 0. Donc, ces solutions, on ne les compte pas, on s'intéresse à s'il y a une autre solution. Donc, et quelle est la relation? OK, en fait, on va prouver ce théorème. C'est la seule preuve que je vais faire aujourd'hui. OK, donc avoir un triangle rectangle à côté rationnel et tel que l'aire est n est équivalent d'avoir ces deux équations ensemble, que la première est le théorème de Pythagore, la deuxième est simplement l'équation de l'aire. Okay. Et là, on va se poser la question, bon, est-ce que ce système a des solutions rationnelles et positives aussi, okay? A, B, C positif. Bon, si on a une solution comme ça, on fait si on met x0 égale mb divisé par c moins a, et y0 égale 2n carré divisé par c moins a. Donc, comme ça, on obtient une solution à l'équation que j'ai ici. Bon, on va voir pourquoi. OK, on peut remplacer simplement.
Ici, peut-être, il faut que je remarque le C moins A que je divise n'est jamais 0, okay, parce qu'ici, on s'intéresse que le N est positif, donc les A et les B ne sont pas 0. Et donc, comme le B n'est pas 0, le C ne peut pas être égal à A. Okay, ils sont positifs. Donc, c'est correct de diviser par C moins A là. Donc, si on remplace, on va prendre cette solution, on va le remplacer dans l'équation. Après quelques simplifications, ici, je multiplie par n à la puissance 4, et ici aussi par c moins a au cube, dans les deux côtés. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer le n par AB sur 2. Okay. Et aussi, je vais me servir de cette relation ici. Donc, ce sont des manipulations algébriques qui ne sont pas compliquées, simplement de remplacer. Bon, après, je fais un peu plus de simplification et j'obtiens les deux côtés ici qui sont égaux. Donc, ça marche. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une solution à ce système, je peux trouver une solution de cette équation pour laquelle le y n'est pas 0. Maintenant, voyons le côté contraire. C'est beaucoup plus simple en fait. Si on a une solution x0, y0, on peut poser A comme x0 carré moins n carré divisé par y0, B comme dn x0 divisé par y0, et C comme x0 carré plus n carré divisé par y0. Et ça va donner des solutions pour le système avec les A, B et C. OK, ça c'est un peu plus facile à vérifier. D'accord? Donc, on a réduit le problème. Je ne sais pas si on a réduit le problème. Okay? On a commencé avec un système de deux équations et dans le fond, on l'a remplacé par une seule équation, mais avec un degré supérieur. Donc, ce type d'équation, comme l'équation que je vous ai montrée avant, s'appelle une courbe elliptique. Okay. Donc, une courbe elliptique est donnée, pour nous, ça va être donné par une équation cubique à deux variables, qu'on va l'écrire comme y carré égale x cube plus ax plus b. Et en général, on peut faire une définition plus générale que ça, mais si on pense à des solutions sur le rationnel, le nombre entier, tout ça, on peut toujours l'amener dans une forme comme ça. Et si on essaie de représenter qu'est-ce qu'il y en a, maintenant on va étudier quels sont les points sur cette équation. Donc ça c'est, du côté droit on a un cubique, du côté gauche on a le y carré, donc c'est qu'on prend la racine carrée d'un cubique dans le fond. Donc on peut se convaincre que ça va donner quelque chose avec cette forme ou cette forme. Si on essaie de faire le graphe, okay, dans les nombres réels. Ici, la différence, c'est que pour le premier cas, on a un cubique avec 3 racines réelles. Donc, c'est comme on prend la racine carrée d'un cubique avec 3 racines réelles. Donc, seulement la partie positive qui survit quand on prend la racine carrée. Donc, c'est pour ça qu'on a comme ici quelque chose qui semble un cercle. Et c'est parti pour la troisième racine qui ne finit pas, mais en fait, c'est aussi un cercle, seulement qu'il se ferme au point de l'infini. Donc, dans le fond, c'est comme 2 cercles ici. Bon. Et l'autre cas, on a seulement une racine réelle pour la cubique. Donc, quand on prend la racine carrée, bon, ça va donner les 2 branches seulement au côté droit de la racine. D'accord? Bon, donc, OK, on revient sur le problème qu'on avait avant. OK, on avait dit, bon, un nombre est congruent si seulement si on peut trouver un point rationnel sur ce type de curve.
Ici, ce qu'on a fait avec le graphe, on a pensé un peu qu'est-ce qui se passe avec les points réels. Okay? Donc, on est en train d'évaluer dans les x et les y qui sont des nombres réels, mais on peut considérer des réels, on peut considérer des complexes, on peut considérer des rationnels, comme dans les problèmes de nombres congruents. Aussi, on peut considérer des entiers, etc. Et aussi, on peut considérer d'autres corps, des corps finis, etc. Bon, il y a une construction qu'on peut faire si on a des points sur une équation comme ça. Okay, on peut considérer la droite qui passe par ces deux points. Donc, maintenant qu'il y en a un P, un Q ici, on peut considérer la droite. Et c'est un fait que je ne vais pas prouver, mais vous pouvez vous convaincre avec quelques exemples, qu'en général, la droite va donner trois solutions, va couper la curve en trois solutions. Donc, en fait, on peut se convaincre ici. Si on va remplacer l'équation, okay, de ce côté, on a un polynôme quadratique en x, de ce côté, on a un polynôme cubique. Donc, si on met les deux côtés ensemble, on finit avec un polynôme cubique qui a trois racines. Donc, il va avoir trois solutions. Okay? Bon, on fait sur le complexe, il va avoir trois solutions. Mais c'est un fait que si on commence avec deux solutions réelles, la troisième doit forcément être réelle si on avait commencé avec tout réel. Donc, on a 3 points. Donc, étant donné P et Q, cette équation me donne un troisième point que je vais appeler P étoile Q. Okay. Et même si j'ai un seul point, je peux considérer P étoile P en prenant la tangente. Okay. C'est une façon de faire la droite qui passe 2 fois pour le même point. Maintenant, je dois considérer un point que je ne peux pas représenter dans mon dessin, que c'est le point à l'infini. OK, donc la façon pour penser le point à l'infini, on peut penser qu'il est le point qui correspond à la direction de toutes les droites qui sont parallèles à l'axe Y. Okay? Donc, toutes les droites verticales vont passer par le point à l'infini. Okay? En fait, vous voyez clairement qu'il passe par 2 points et pas par 3 points. Donc, il y a une façon de faire tout ça formellement. Je ne vais pas l'expliquer, mais on va accepter ça. On va accepter que chaque droite verticale, le troisième point est l'infini. Et avec ça, je vais définir une opération que j'appelle l'opération somme. Et elle est définie par, si on me donne 2 points, P et Q, je prends l'étoile que j'avais décrite tout à l'heure, et après, je fais une étoile de plus avec les O. Donc, ça veut dire, je P et Q, je prends l'étoile, et quand je fais une étoile avec les O, les points à l'infini, c'est comme je prends la droite verticale, et je regarde quel est l'autre point qui n'est pas le point à l'infini, ici. Et ça, je vais l'appeler P plus Q. Okay. Donc, en d'autres mots, on prend les points symétriques de P étoile Q par rapport à l'axe X, et ça, on va l'appeler P plus Q. Et c'est P plus Q que je viens de construire. C'est une opération qui tourne les solutions de cette équation dans un groupe. Si vous ne savez pas ce qu'est un groupe, ce n'est pas un problème. Ici, j'ai un peu la liste des propriétés de cette opération. Donc, si j'ai 3 points maintenant, si je fais P plus Q, et après, avec la solution, je fais plus S, ça donne le même que si je fais P plus la solution de Q plus S. Avec les O, si je fais P avec les O, c'est-à-dire je prends la droite verticale, OK, je regarde qu'est-ce qui se passe avec le troisième point. Après, je connecte le troisième point avec les O, je reviens sur P. Donc, P plus O, donc P,
le même pour O plus P. Il y a un inverse pour chaque P, les points symétriques de P par rapport à l'axe X. Tout mon dessin est symétrique par rapport à l'axe X. Donc, on a toujours ces points symétriques. Et ça, si je fais l'opération avec ça, P plus moins P, ça donne O. Et c'est aussi commutatif, c'est-à-dire que l'ordre n'importe pas. C'est la même si je fais P plus Q ou Q plus P. Okay. Donc, et avec la somme est un groupe abélien. Et comme je dis, si vous n'êtes pas... Oups, je suis désolée de tous les inconvénients techniques. Si vous n'êtes pas familier avec le terme groupe abélien, c'est correct, vous pouvez penser que E, c'est comme le sentier, avec la somme, ok, et que moins 5 est l'inverse de 5 et tout ça, ok. Donc, c'est comme le sentier. Donc, maintenant, des exemples. Ok. Et je vais donner 2 exemples qui viennent du problème de non-congruente. Donc, ici, c'est les 2. Si on prend n égale 2, bon, c'était dans le premier diapo, vous n'avez pas besoin de vous rappeler, mais les 2 n'étaient pas dans la liste, ok, dans la liste des non-congruents jusqu'à 20. Et en fait, ce qui se passe, si on regarde qu'est-ce qui se passe avec cette équation, les seules solutions rationnelles qu'on peut trouver sont les solutions dont on a déjà parlé. Les moins 2, 0, les 0, 0, les 2, 0, et aussi les points à l'infini. Et en fait, ce qui se passe, si on essaie de faire toutes ces opérations, okay, si on essaie par exemple de connecter les 2, 0 avec soi-même, ça va donner O, le point à l'infini, le même avec les 0, 0. Si on essaie de connecter les 2, ici je ne l'ai pas écrit, mais si on essaie de connecter les 2, 0 avec les moins 2, 0, ça va donner les 0, 0. Donc, toutes les possibilités, ça revient à un point dans la liste des 4 points. Donc, ce qui se passe ici, il n'y a pas d'autre solution, ce qui est consistant avec le fait que 2 n'est pas un non-congruent. Voici un autre exemple, les 7. Okay, bon. On a toujours les solutions dont on a déjà parlé, mais on a aussi d'autres solutions. Par exemple, 20, 100, 120 est une solution ici. Et si on applique le théorème dont on a vu, okay, la recette qui, étant donné un point, je vais obtenir un triangle, on obtient ce triangle-là, qui était en fait dans la table que je vous ai montrée, mais vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ça. Mais ça donne le rectangle rationnel dont l'aire est 7. Mais en fait, avec l'opération que je vous ai montrée, on peut fabriquer une infinité de points sur la courbe. Et pour chaque point, on va obtenir une solution. Donc, ça donne aussi un triangle de côté rationnel, rectangle, dont l'aire est 7. Okay, donc, et en fait, ça va devenir de plus en plus compliqué. Okay? On peut faire les 2P, 3P. Okay? 3P est simplement 2P plus P. Okay? Donc, on peut construire comme ça tous les multiples de P. Okay? À chaque fois, une fois qu'on a K multiplié par P, on fait K multiplié par P plus P, et ça donne K plus 1 multiplié par P. Donc, ça va donner une infinité de triangles qui répondent à la question pour les 7 et qui sont de plus en plus compliqués. D'accord? OK, donc, on peut pour résumer, OK, chaque solution de cette équation avec les y différents de 0 dans un triangle. Et on fait, OK, ici, je cache quelque chose, on fait ça, OK, mettons qu'avec l'y positif, parce que si on prend l'y négatif, ça va donner les choses symétriques. OK. Et ces solutions se correspondent avec des points d'ordre infini. OK. Quand je dis des points d'ordre infini, je veux dire des points comme les P que j'avais avant, tout à l'heure, que si je prends P, 2P, 3P,
ça devient des points de plus en plus compliqués et ça ne revient jamais à l'élément nut du groupe, ça ne revient jamais à O. Ça veut dire c'est comme les sentiers. Okay? Que si on fait 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, okay, ça devient des nombres de plus en plus grands. Et on n'arrive jamais à 0. Okay? Il y a un triangle der n, si seulement si, il y a une infinité de triangles. On fait. Donc, une fois qu'on a trouvé un, on a trouvé une infinité. Bon. Et c'est ici qu'il faut dire qu'il y a des mathématiques très, très complexes cachées dans cette étude. Okay? Le fait qu'on a trouvé cette équation, ça ne veut pas dire que les choses sont simples à expliquer. Okay? La question de trouver un bon critère, okay, pour déterminer s'il y a des points d'ordre infini. Okay, si on me donne une équation comme ça, est-ce que je peux dire a priori qu'il y a un point d'ordre infini ou non? Est-ce que je peux dire a priori qu'il y a un point comme ça, mettons, okay, dont le grec est différent de 0? Bon, cette question est liée à la conjecture de Birsteiner-Tondayer, qui est une question incluse parmi les 7 problèmes du prix millénaire du Clay Mathematics Institute. Donc, c'est une question très, très compliquée. Donc, si on veut, il y a des critères. En fait, il y a un critère qui dit que, sur certaines conditions, si on accepte la vérité de la conjecture de Birsteiner-Tondayer, donc, on a un algorithme qui peut dire très rapidement si n est incongruent ou non. Okay? Mais pour l'instant, tout ce qui est connu, c'est à condition d'accepter ces conjectures. D'accord? Je vais changer un peu de direction maintenant. Y a-t-il des questions? Oui? Peut-être que vous avez en parlé, mais je me demandais de savoir si un nombre est congruent, ça peut avoir des applications comme cryptographie ou quelque chose. C'est quelque chose qui est utilisé Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des applications. Bien sûr que le travail de comprendre bien quand un type de cours comme ça a un nombre infini de points ou non, ça a des applications. Okay? Ça, c'est à la base de plusieurs algorithmes en cryptographie. Et on fait beaucoup de mathématiques. Okay, ce type de question appartient à une ère qui s'appelle arithmetic geometry, okay, la géométrie arithmétique. Et, une partie importante de cette ère a été développée un peu avec le but de produire des exemples comme ça, okay? De produire des curves comme ça qui ont des points d'ordre infinis, parce qu'avec ça, on peut faire, par exemple, on peut alimenter des algorithmes qui dépendent du logarithme. Ok, je vais dire simplement, ok, mais si on a NP et on ne connaît pas P, c'est très difficile de trouver les N. Donc, on peut utiliser ça pour codifier des messages. Okay? Donc, si la personne qui reçoit les NP est public, okay? Mais si on n'a pas les P, on ne peut pas trouver les N. Donc, si on a les P, on peut les trouver. Ok, c'est ça un peu l'idée. Ok, donc, chercher des exemples comme ça a des applications, mais j'ignore s'il y a des applications particulièrement pour les problèmes de non-congruence. D'autres questions? OK. Maintenant, on va parler un peu d'une question un peu plus générale, qui est, OK, au lieu de considérer des triangles rectangles, on va se permettre de changer l'angle. Okay? On a plus l'angle de pi sur 2. Mais okay, on va garder l'information que les côtés et l'aire sont des nombres rationnels. Donc ça, on va l'appeler un triangle de rond. Okay? Dans un triangle de rond, si les 3 côtés et l'aire sont des nombres rationnels. Et bon, on peut se poser la même question.
Okay, donc, si on a un nombre entier n positif, est-ce qu'il est l'aire d'un triangle de rond? Okay. Donc, ici, il faut dire qu'il y a beaucoup plus de liberté, okay, parce qu'on peut choisir l'angle, on peut bouger l'angle. Donc, en fait, il y a un résultat qui dit que un tel n est l'aire d'un triangle de rond, si seulement s'il y a un nombre taux tel que la courbe elliptique, okay, y carré égale x moins n taux et x plus n taux inverse à un point, okay, comme avant, okay, à un point avec l'y, une solution avec l'y qui n'est pas 0. Et si vous regardez ici cette équation, avant, on avait, peut-être je devrais l'écrire, l'équation qu'on avait avant pour les non congruents était, je peux la factoriser comme ça. Donc cette équation est très pareille, c'est plus général. Okay? Si on met taux égale 1, ça donne cette équation. Et on fait le taux et la tangente d'un angle divisé par 2. Donc, si on a un angle de pi sur 2, on divise par 2, ça donne pi sur 4, la tangente, ça donne 1. Okay, donc, c'est pour ça que cette équation est en fait un cas particulier. Ok, ici, j'écris un peu comment les paramètres sont reliés. Mais oui, c'est l'idée que je viens de dire. Et donc, avec ça, on fait comme si on se permet de boucher les taux. Il va avoir un... OK. OK. Super, OK. Si on se permet de boucher les taux, dans ce cas, il va avoir un nombre infini de triangles de rond. Okay. Étant donné n, on va trouver 1 parce que là, on a un degré plus de liberté. Okay. Bon, ce n'est pas évident, il faut le prouver, mais ce n'est pas surprenant, c'est ça que je veux dire. OK. Et maintenant, je vais parler un peu de quelques recherches que j'ai faites avec un de mes stagiaires postdoctorales et aussi avec un étudiant d'été l'été passé. Donc, on s'est lancé à regarder ce type de problème sur des différentes géométries. Okay. Mon stagiaire postdoctoral, il travaille en géométrie et moi, je travaille en théorie des nombres. Donc, on s'avait posé la question, OK, comment est-ce qu'on peut trouver un problème pour les deux? Donc, voilà. On a décidé de regarder qu'est-ce qui se passe avec les triangles dans le plan hyperbolique. Donc, ici, moi, je ne suis pas en géométrie, donc ma compréhension du plan hyperbolique est un peu, disons, limitée. Mais je vais penser au modèle de point carré. Donc, je prends un disque, le disque unitaire, okay? Donc les nombres complexes qui ont la valeur absolue plus petite que 1. Et les points à l'infini vont être les points qui se trouvent dans le cercle unitaire. Et dans ce plan, okay, je vais considérer que les lignes, il y a deux types de lignes. Un, c'est le diamètre. Et l'autre sont des arcs de cercle qui sont à l'intérieur du disque et qui sont orthogonaux au cercle. Okay, donc, je vais dire ici, c'est comme un arc de cercle, okay, mais il est orthogonal au cercle dans le sens que, ici, si je prends la tangente, les tangents sont orthogonaux. Okay. Donc, avec ça, je peux construire des lignes. Et si je construis des lignes, je peux construire des triangles. Donc voilà un triangle hyperbolique dans ce modèle. Okay, pour être bien concret, okay, l'idée c'est que ici, ces arcs de cercle sont orthogonaux au cercle unitaire ici. Okay, donc comme ça, je peux construire un triangle.
Ici, je l'ai mis seulement parce que c'est joli, mais je ne vais rien faire avec la triangulation du plan hyperbolique, mais c'est super joli. OK, donc, quelles sont les propriétés de ce triangle qu'on peut construire comme ça? Bon, d'abord, une première propriété, c'est que la somme des angles est plus petite que pi. Okay. Une autre propriété, bon, on peut faire la trigonométrie. Et ici, quand je parle d'angle, vous devez penser, OK, vous prenez les tangentes et vous regardez l'angle entre les tangentes. Okay. Donc, on peut faire la trigonométrie. Donc, par exemple, si on a un triangle droit, on a le théorème de Pythagore. Mais le théorème de Pythagore est un peu différent. Okay. Bon, ça prend les cosinus hyperboliques. Donc ici, j'ai mis les formules parce que souvent, je vais parler de cette formule, même si je ne vais rien faire avec détail, mais ils sont là. Et bon, plus en général, on a la loi du cosinus, qui est aussi un peu bizarre. Okay. Bon, pour commencer, il y a deux lois de cosinus. Un, qui prend les cosinus hyperboliques des côtés. J'ai oublié de dire. Les A, B et C sont des côtés. Et les alpha, bêta, gamma sont des angles. Donc, ici, dans le fond, on a les cosinus hyperboliques, mais on prend les cosinus hyperboliques des côtés. Donc, ça fait du sens. On travaille avec des côtés. Et cette loi du cosinus, on peut l'accepter, elle est assez pareille à ce qu'on a dans les plans euclidiens. Il y a quelque chose avec un côté, il y a quelque chose avec d'autres côtés. Et ici, encore les côtés multipliés par les cosinus de l'angle opposé au côté qu'on a ici. Donc, c'est un peu, on peut imaginer la relation avec la loi du cosinus qu'on connaît. Cette version-là, donc, c'est un peu différent. Ici, c'est quand on a remplacé les duals. Donc, on a remplacé chaque côté par un angle et les cosinus hyperboliques, on les a remplacés par des fonctions trigonométriques classiques, mais avec les angles. Mais on a quelque chose pareil aussi. Il y a des angles. Ici, au lieu d'avoir les cosinus de l'angle, on a les cosinus hyperboliques du côté. Et on a encore les angles. Bon, donc, une fois qu'on commence à voir ce type de choses, on se dit, bon, on va adapter ce type de questions. Mais la première chose qu'il faut pour adapter ce type de questions est comprendre qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est rationnel ici. Parce qu'on a, bon, cosinus hyperbolique, tout ça. Avant de dire ça, j'ai encore plus de formules. Avant de continuer. L'air, si vous vous souvenez, je vous ai dit que la somme des angles est toujours plus petite que pi. Et donc, l'air, est donné par la différence de pi et la somme des angles. Et on fait... voici une formule pour l'air. Donc l'air est aussi quelque chose qui ressemble à des angles. Et quelque chose, si vous regardez ici, quelque chose qui ressemble à des angles. Et ici, on va évaluer un sinus. Donc, on va évaluer une fonction trigonométrique dans l'air. Et ça donne bon, c'est donné par cette formule, qui c'est quelques formules qu'on fait avec les côtés. Et aussi, on a la loi des sinus. Et la loi des sinus qui ressemble assez bien à la loi des sinus pour les plans euclidiens. Si on accepte que le sinus hyperbolique de A est comme parler du côté, mais on a comme les côtés contre les sinus de alpha de l'angle opposé. Donc, ça ressemble assez à ce qu'on a dans les plans euclidiens.
Ok, maintenant, finalement, je vais parler de qu'est-ce que ça veut dire être rationnel ici. Ok, donc, ici, je dois dire qu'est-ce que ça veut dire être un triangle de rond. Un triangle hyperbolique, on va le dire qu'il est de rond quand toutes les fonctions trigonométriques qui étaient impliquées dans les formules des derniers deux diapos sont rationnelles. Ok, ici, je l'écris de façon très formelle, mais on va dire que l'exponentiel de chaque côté doit être rationnel. Ok, si vous vous souvenez, le cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, on prenait toujours le cosinus hyperbolique ou sinus hyperbolique de côté, et ça est toujours donné par une combinaison d'exponentielle et 1 sur exponentielle. Et on va demander aussi, bon, évidemment, que le cosinus et le sinus de chaque angle est rationnel, et aussi pour l'air. Okay. C'est bien, je vous ai donné une formule pour l'air qui a, c'est le sinus de l'air. Donc, ça fait du sens de penser à ça. Ok, et ici, pour clarifier, quand on parle d'exponentiel complexe qui appartient à Q adjoint I, ok, ça veut dire que c'est comme un A plus BI avec A et B rationnel. Une façon plus facile de penser à ça, c'est qu'on fait, ok, l'exponentiel complexe qui est cosinus plus I sinus. On peut paramétrer le cosinus et le sinus avec deux fonctions rationnelles qui dépendent d'un paramètre qui est rationnel. Et ça, je vais l'appeler le paramètre d'angle ou d'air. Okay? Donc, d'angle s'il vient de l'angle ou d'air s'il vient de l'air. Donc, dans le fond, c'est ça le nombre rationnel que je veux. Okay? Parce que tout ça est une définition très compliquée, plusieurs paramètres. Il semble qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Okay? Mais dans le fond, si on fait cette paramétrisation, c'est ça les nombres qui comptent. Okay? Donc, on peut décrire les angles avec ces nombres rationnels. Bon, ok, donc ce qu'on a prouvé, ça va ressembler à beaucoup des choses que je vous ai présentées déjà. C'est que si on met dans un paramètre d'air et un paramètre d'angle, okay, qui devrait correspondre à un triangle de rond hyperbolique, okay, ça va être correspondant avec les solutions d'une équation qui est assez pareille de ce que je vous ai montré avant. Okay? Donc, ça commence à ressembler, comme je dis. Ici, les racines du polynôme cubique sont dépendantes de n, mais n n'est pas l'air, l'air est m. Okay? La relation entre m et n est donnée par ça, donc cela inclut aussi l'angle. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai montré, mais ok, c'est assez pareil. Et là, on peut étudier cette curve, bon, c'est une famille de curves, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un triangle de rond hyperbolique avec cette aire et cet angle particulier? Et donc, le résultat, c'est qu'on fait oui. OK. Pour la plupart des choix que je fais de mes paramètres. Et ici, il faut faire la distinction. Ici, je vais fixer le M et le U. Donc, pour la plupart des choix que je fixe le M et le U, je peux trouver une infinité de triangles de rond, donc hyperboliques. Donc, il y a beaucoup plus de triangles de rond hyperboliques que de triangles de rond euclidiens. Okay? Parce que dans le cas euclidien, on disait, bon, on a beaucoup de liberté parce qu'on se permet de bouger les taux. Okay? Mais mettons pour les cas particuliers des nombres congruents, okay? Là, par exemple, il n'y avait pas de solution toujours. Mais ici, sauf quelques exceptions qui sont finies,
s'il y a quelques conditions, ok, ces conditions viennent de la géométrie, ok, on va trouver des triangles. Et aussi un résultat surprenant, bon, pas surprenant étant donné ça, mais surprenant si on le dit a priori, ok, le problème d'un incongruent a toujours une solution dans le plan hyperbolique. Ok, donc vous me donnez le M, ok, l'air, les paramètres de l'air, on peut trouver le triangle. Ok, ici j'écris un peu simplement quelle est l'idée de la preuve, c'est qu'on peut trouver une solution. Okay, si on me donne l'équation comme ça, on peut écrire une solution concrète et on fait, pour le cas d'un incongruent, okay, si on regarde les problèmes d'un incongruent ici, on peut écrire une solution, okay, cette solution marche, ici il y a une autre. Et étant donné ces solutions, ce n'est pas toujours évident que ce sont des solutions infinies, c'est-à-dire des solutions qui ne vont pas retourner vers le haut, vers le point de l'infini, mais pour la plupart des valeurs, ça va marcher. Okay? Ça veut dire que, sauf un ensemble fini d'exceptions des valeurs de M, on va trouver que les points à ordre infini et ça va donner des triangles et tout va marcher. Et il y a aussi des conditions des inégalités que j'avais, des conditions techniques. Et ça, ok, ça il faut aussi argumenter. Il faut argumenter que les solutions que je trouve, les points sur la courbe, satisfont aussi à des conditions techniques. J'avais par exemple M multiplié par U plus petit que 1, etc. Donc, ces conditions sont garanties parce que les solutions rationnelles sont denses dans les solutions réelles. Donc, si j'ai quelques conditions, je vais trouver, en prenant P, 2P, 3P comme ça, je vais arriver à un certain point où toutes mes conditions extra sont satisfaites. Ok, donc je vais mentionner quelques résultats de plus pareils. Avec ce type de problème que je vous ai montré, il n'y a pas nécessairement une préférence de côté sur les angles ou des angles sur les côtés. Okay? C'est pour ça, par exemple, qu'on avait des lois de cosinus. Okay? C'est comme les angles et les côtés il y a une dualité. Donc, avec ça, on peut se planter, on peut commencer, ok, pourquoi je vais fixer l'air et un angle? Je pourrais commencer par fixer deux côtés, par exemple. Donc, si on fixe des côtés, aussi, on peut répondre à la question. Une autre question à laquelle on a regardé, et ça, c'est dans le même diapo, mais c'est indépendant. Ok, c'est la question de l'existence d'un triangle équilateur. Ok, il n'y a pas de triangle équilateur de rond. Ok, ça c'est comme facile à trouver, mais ce n'est pas si évident, ok, parce qu'il faut fixer les côtés, mais aussi on a les angles. Ce n'est pas comme dire les triangles équilateurs dans les plans euclidiens ont tous la même forme. Ici, ce n'est pas nécessairement le cas, mais il n'existe pas. Aussi, on a regardé les triangles sphériques. Donc, ici, on peut faire tout ce qu'on a fait, mais au lieu de travailler sur le plan hyperbolique, on peut travailler sur le plan sphérique. Donc, on va prendre dans une sphère, on va prendre des méridiens. Et pour former des triangles, ok, et on peut se poser toutes les mêmes questions. Donc, je vais aller un peu rapidement, mais ok, dans ce cas, la somme des angles est plus grande que pi. Pour le triangle hyperbolique, il était plus petit, maintenant il est plus grand, et on va prendre plus petit que 3pi. Ici, il faut faire un peu d'attention parce qu'on peut prendre, étant donné 3, mettons diamètre, ou quelque chose comme ça, on peut regarder, il y a toujours des triangles qui sont déterminés. Donc, on fixe ça pour savoir de quoi on parle un peu. On a le théorème de Pythagore, maintenant c'est le cosinus,
au lieu de cosinus hyperboliques. Donc, les côtés, maintenant, ils se comportent complètement comme des angles. Et en fait, pour chaque triangle, on peut construire les duals. Okay? Donc, il n'y a pas de distinction. Dans le fond, il y a les côtés et l'angle, mais on pourrait faire un triangle dont les côtés sont des angles, les angles sont des côtés. Donc, beaucoup de notre formule sont complètement symétriques maintenant. On peut remplacer angle par côté, tout ça. Donc, il y a deux lois de cosinus, l'air. Maintenant, on a la somme des angles moins pi, au lieu de pi moins la somme des angles. On a la loi des sinus. Et maintenant, pour définir un triangle de rond, bon, tout est avec cosinus et sinus. Donc, on va demander tous les côtés et les angles et l'air d'avoir les fonctions trigonométriques rationnelles. Donc, on peut encore parler de ces paramètres qui doivent être rationnels pour que les fonctions trigonométriques soient rationnelles. Et avec ça, on peut revenir sur le même type de problème. Et quand on revient sur le même type de problème, on trouve des difficultés, en fait. Le premier problème qu'on avait regardé avec les triangles hyperboliques était de fixer l'air et un des angles. Et quand on essaie de faire ça, on a des problèmes pour arriver à une courbe elliptique. Ici, ce n'est pas clair, cette équation est horrible, mais je vais vous donner un peu la piste. Ici, le fait qu'il y a un signe négatif, c'est comme beaucoup des équations changent de signe simplement. Mais le fait qu'il y a un signe négatif nous empêche un peu d'écrire cette équation comme y carré égale 1 cubique sur les rationnels. Donc, on est arrivé à écrire une équation comme ça dans les cas où on fixe la valeur de l'angle. Mais on ne peut pas se permettre d'écrire une équation si générale comme l'équation qu'on avait dans les cas hyperboliques. Donc, encore, si on fixe l'angle pour que le triangle soit un triangle droit, on peut arriver à l'équation pour les non congruentes. Et encore une fois, on a une infinité de solutions pour les problèmes de non congruentes. Donc, pour ces questions, on a la bonne réponse. On peut aussi faire une correspondance avec si on choisit les paramètres pour des côtés. Donc, on peut aussi trouver une courbe elliptique. Et ici, il y a quelque chose de surprenant, de différent. C'est que dans ce cas, il y a un triangle équilatère de rond. Okay. Avant, on n'avait pas, mais ici, on l'a. Et c'est un triangle dont tout est pi sur d. Okay. Les trois angles et aussi les trois côtés. Donc, c'est assez intéressant. Je vais mentionner très rapidement qu'on a regardé qu'est-ce qui se passe avec des sautes droites dans les triangles. Par exemple, le médian qui est la droite qui connecte un point avec les points intermédiaires du côté opposé. Et aussi la bisectrice de l'aire, qui c'est une droite qui divise en deux triangles de la même aire. Dans les plans euclidiens, ces deux droites sont la même. Mais quand on passe au plan hyperbolique ou au plan sphérique, ce sont différents. Donc, il y a des questions qu'on peut poser comme ça, et ça donne des courbes elliptiques qui sont très compliquées des fois. Et aussi pour le cas des triangles sphériques, on a regardé qu'est-ce qui se passe quand on prend des droites qui sont à l'équateur, des côtés qui sont à l'équateur. Et donc là, on peut dire des choses plus précises. Par exemple, ici, la question c'est, OK, je vais prendre deux côtés qui sont méridiens et un côté qui est à l'équateur de la sphère. Okay?
Et donc, je me pose la question, est-ce que je peux construire un triangle de rond qui a un médian rationnel, par exemple? Bon. Donc, il y a des cas où on peut, des cas où on ne peut pas. Et finalement, je voudrais dire simplement une question qui est une question ouverte. Dans les cas euclidiens, c'est la question de s'il y a des triangles, des ronds, qui, en plus des ronds, ils sont des médians. Toutes les trois médians sont rationnels, en longueur rationnelle. Et ce problème est un problème ouvert. Il est connu, par exemple, avec deux médians rationnels, mais pas la troisième. Et donc, avec deux médians rationnels, ça peut être paramétré par une courbe comme ça, qui, bon, bien qu'il y ait un polynôme de degré 4, ici, c'est un peu comme une courbe elliptique. En fait, c'est une courbe elliptique. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce problème? OK, on ne sait pas encore s'il y a un triangle euclidien de rond à trois médians rationnels. C'est le même pour les cas hyperboliques. On ne sait pas, les équations sont super difficiles à écrire. Déjà, pour les mêmes équations, quand on passe d'euclidien à hyperbolique, ça devient plus compliqué. Mais il existe pour les cas sphériques, que c'est notre ami, le triangle équilatéral. C'est toujours le même exemple. On ignore si c'est le seul exemple. Okay? Mais le triangle équilatéral est là pour nous sauver. Okay, donc c'est ça. Je finis comme ça. Merci beaucoup de votre attention.